Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode du journal Antro, le journal Antro qui est impulsé par Adrastia. Donc comme d'habitude, je suis avec les compères des Collabsonos. Salut Bruno. Salut à toutes et tous. Des comparses de Malheurs Actuels. Bonjour Andrea cette fois, et bienvenue, bon retour, et salut Romain. Bonjour. Hello. Et puis moi-même, donc David Tixier pour Adrastia et Pénurie et Rationnement. Et nous, on a un guest un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on a Cyrus avec nous. Salut Cyrus. Salut Cyrus. Bonjour, désolé, mon Wi-Fi a bugué un petit peu, j'espère qu'il nous laissera tranquille. Bonjour, ravi d'être ici. Alors Cyrus, on te connaît nous très très bien, puisque tu fais partie de groupes de travail, de sphères, donc on échange relativement souvent ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être auprès de notre chère communauté aujourd'hui, rappeler qui tu es? Je suis Cyrus Farangui, je sais pas si je parle de ma vie professionnelle ou vie personnelle. J'ai deux enfants de 9 et 10 ans que j'ai fait en connaissance de cause. Même si il y a 4-5 ans, je les aurais quand même fait même après. Mais ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse au sujet de type effondrement, même si ça s'est accéléré il y a 5 ans. Effondrement ou déclin, ou pas déclin d'ailleurs. Faut laisser le suspense ouvert quand même, et c'est ce que j'essaie de faire sur mon post LinkedIn et sur Facebook, où tous les jours je publie des posts sur un peu ce qui me passe par la tête sur les sujets énergétiques, climatiques, agricoles, eau ou socio-économiques aussi. Que dire d'autre? Sinon, en vie professionnelle, j'ai longtemps été consultant, entre autres sur les sujets de transition, mais pas que. Et depuis quelques mois, j'ai rejoint en tant que directeur de cabinet un développeur de centrales solaires et de centrales de stockage qui s'appelle Corsica Sol. Très bien. Très bien, je pense que c'est une bonne présentation, une bonne petite mise en bouche. Est-ce que mon cher Romain, tu veux bien passer à la seconde slide où je pense on voit le menu? Et voilà. Alors, le menu, donc, au bout d'un moment, quand on commence à connaître l'ordre, on commencera avec l'apéritif, donc Pénurie ira bien, qui rira le dernier, donc ça, ce sera ma partie. Ensuite, en entrée, on aura la planche de Bruno pour les collapsonautes, le repas avec le chaud-froid à la sauce Emma. Pour la salade, donc Cyrus et ses salades, donc tu nous raconteras bien ce que tu auras bien envie de nous dire. Les mots doux, donc comme d'habitude, c'est un petit retour sur ce que vous avez pu nous dire en commentaire durant le précédent numéro. Et enfin, le café et l'addition, donc à la prochaine les amis, avec une petite image, j'espère bien sympathique, encore cette semaine. On est parti? C'est parti. Allez. Hop, let's go. Alors, ici, coup de projecteur sur deux news qui sont ressorties parmi toutes celles qu'on a eues cette semaine pour Pénurie et Rationnement. J'ai pris parmi les plus marquantes. On a eu pas mal de choses sur l'eau. Donc, premièrement, un post d'ailleurs qu'on a fait avec le groupe sur la ville de Calgary au Canada, dans l'Alberta. Ce qui est intéressant, c'est que la ville de Calgary, c'est une ville d'1 million et quelques d'habitants. Et donc, on a eu une énorme pénurie d'eau la semaine dernière. Donc, pour faire un petit retour contextuel, l'Alberta actuellement affiche un niveau plutôt critique au niveau des indicateurs hydrologiques. On est entre D0, donc D0 c'est anormalement sec, et D3. Donc et D3, l'indicateur c'est sécheresse extrême. Donc cette situation-là, elle a été aggravée par une défaillance technique au sein du réseau qui a provoqué une énorme fuite. Qui a rendu presque non fonctionnel en fait une partie du réseau de distribution de toute la ville. Donc résultat, le maire a fait plusieurs appels d'alerte. Plus de douche, plus de bain, plus de vaisselle, plus de lessive, donc on en est là quand même. Et donc à nouveau un maire qui implore tous les habitants de la ville à économiser la moindre goutte d'eau. Donc c'est ce qui nous a fait aussi dire en conclusion que dans un contexte général de tension sur les ressources, les vulnérabilités de nos sociétés, elles sont amplifiées et le moindre petit grain de sable peut engendrer une situation très 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 délicate puisque c'est encore extrêmement compliqué actuellement. Ensuite, petite synthèse sympathique de Science et Vie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça, c'était Science et Vie, sur les défis que devront relever les grandes métropoles face au manque d'eau à l'avenir.
Donc l'article fait un rappel assez synthétique sur les grands chiffres du moment. Donc on a plus de 2 milliards d'habitants sur cette belle planète qui n'ont pas accès à l'eau potable de façon sécurisée. Et cet aggravement-là, cette situation va être aggravée par le changement climatique au cours de ce siècle, et déjà d'ailleurs actuellement aggravée. On a une petite liste de villes qui sont dans des situations déjà compliquées et dont la complexité au niveau de la distribution d'eau va certainement pas aller mieux avec le temps. On a aussi une liste donc des différentes problématiques qui les frappent. Ça peut être des nappes phréatiques polluées, donc chose qui est encore amplifiée avec le fait qu'il y ait moins d'eau et aussi une infiltration des eaux salées des différents océans auprès des côtes. Des infrastructures vétustes ou inexistantes, la fonte des glaciers voisins qui permettent l'alimentation en eau de certaines grandes villes. Enfin voilà. En conclusion, cet article, il répète des enseignements qu'on connaît déjà très bien. Il va falloir moderniser les infrastructures pour mieux gérer la consommation, qui devrait être tendanciellement en baisse. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, proposer des politiques de conservation d'eau au niveau national qui seront beaucoup plus strictes afin d'éviter le rationnement ou les pénuries de façon générale. Rationnement, je ne sais pas, mais pénuries, essayez. Est-ce que tu peux passer à la planche suivante, s'il te plaît, Romain? Est-ce que déjà, vous avez un truc à dire par rapport à ces deux premières news? On peut rajouter vite fait que le stress hydrique, ça vaut aussi parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir produire de l'eau potable, que cette eau potable, il faut la pomper, qu'il faut la traiter et qu'après, il faut la distribuer, mais qu'il faut aussi l'assainir après, toutes les eaux usées. Donc, le problème de l'eau, c'est le cycle entier de l'eau qui est compliqué, qui va être de plus en plus complexe aussi. Alors, une petite précision. Une autre précision, à chaque fois, malheureusement, on oublie de préciser que pour économiser l'eau, il faut éviter de pleurer, mais c'est un peu un cercle vicieux quand on voit ce genre de news. Après, on peut essayer de pleurer dans des bouteilles et les remplir. Peut-être que après, le film Dune explique bien comment économiser de l'eau. Hein. On sait comment faire. Voilà. Je vois une question dans le chat de Clément. Une question pour David. Je trouve ta voix plus aiguë aujourd'hui. C'est normal. On en reparlera après. C'est un petit spoil. Ensuite, pour pas prendre trop de temps, autre sujet du moment, donc on a, comme depuis plusieurs mois, les sujets de pénurie au Burundi. Donc pour contextualiser très rapidement aussi le cas du Burundi, on a un large panel de produits qui manquent de façon régulière dans ce pays. Donc ça peut être du sucre, de la bière et aussi énormément de produits pétroliers. Donc ça, c'est assez récurrent. En fait, tout ça, c'est lié à un problème de fond qui consiste en une baisse tendancielle des exportations de produits à forte valeur ajoutée du pays, donc principalement le café, les cotons, différents types de cotons produits dans ce pays et les minerais. Et ça se ressent malheureusement sur les finances du pays. Les conséquences, en fait, elles sont assez terribles parce qu'on a des stations essence qui sont fermées depuis plusieurs semaines. Alors évidemment, vous comprendrez bien que les services vitaux, dans ce cas de figure, fonctionnent plus aussi bien qu'avant. On pense par exemple au service d'ambulance qui était présenté là-bas. Donc c'est une situation qui se complexifie, un, deux, trois, quatre, qui se complexifie et dont les responsables politiques ont beaucoup de mal à envisager une sortie ou une amélioration. Et ensuite, petit mot pour moi pour terminer là-dessus. On a eu pas mal de retours sur la pénurie de ventoline, donc qui est une référence en plus parmi le grand index de médicaments en tension. Donc ça tombe bien en plus parce qu'en ce moment, la France est en alerte rouge pour les pollens de graminées. Donc ça, évidemment, ça n'arrange pas les choses. L'Agence nationale du médicament, elle a confirmé des difficultés d'approvisionnement, mais elle n'a pas parlé de pénurie, elle a parlé de rupture de stock. Selon certaines régions, c'est quand même le cas. Et les causes de tout ça sont celles qu'on a déjà mentionnées précédemment et dont parle aussi régulièrement Clémence Marc. C'est que tout simplement, on a des prix qui sont trop bas pour être un marché attractif pour les labos par rapport aux pays voisins. Et en plus de ça, on a une hausse de la demande. Donc évidemment, là, on a un double effet ciseau bien sympathique. Il faut rappeler aussi que l'asthme en France, qui se traite via la ventoline, bien sûr, ça touche environ 4 millions de personnes. Donc, comme précédemment, c'est une paille, comme toujours. Voilà. Je rebondis sur le point que tu as abordé. Tu dis que les prix sont bien plus bas en France. Oui, parce que nous, on a des tarifs qui sont fixés, qui sont limités en fait de par nos conventions nationales. Okay. Donc, les labos, ils ont un prix plancher en fait. C'est pas comme aux États-Unis ou au Canada où ça peut atteindre des prix astronomiques pour ça. D'accord. Mais ça, il faudra inviter Clémence, elle en parlera beaucoup mieux que moi au niveau de ces mécanismes. Voilà. En tout cas, c'est compliqué de rebondir avec humour sur ça pour l'instant.
Merci David pour l'introduction, comme d'hab. J'espère que personne n'éternuera trop pendant cette session. Un petit goût amer. On espère aussi. Je passe au slide suivant. Allez, c'est parti. Allez, quelle semaine on vient de vivre. Ça a été dur de. J'aurais pu faire une planche toutes les tweets ou toutes les 10 minutes, tellement on a vu un spectacle désolant depuis une semaine. J'aurais pu m'attarder sur Ciotti, parce que pour moi, c'est lui qui a la palme cette semaine quand même. Mais voilà, je voulais revenir sur un petit sentiment qui m'interroge et que on a déjà connu il y a quelques années. C'est les faux effondrés. C'est-à-dire qu'on est une sphère de plusieurs personnes, hein, en tout cas dans mon entourage, à savoir que c'est en train de s'effondrer, que c'est la merde, ça fait 10 ans qu'on le dit, et que quand ça arrive, on essaye de tout faire pour éviter que ça arrive. Et que alors qu'on appelle tous les jours que ça que ça change, etc., que ce modèle va s'écrouler, il peut pas tenir. Mais on l'a déjà vu pour le Covid, où il y avait des gens qui étaient anti-vaccins, anti-Covid, qui étaient si on les laissait continuer, ça serait effondré encore plus vite. Là, on arrive avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, ça ira encore plus vite. Et non, on résiste. Donc voilà, c'était tout un mélange de ce petit sentiment-là qui m'interloquait cette semaine. C'est-à-dire que on nous traite de pessimisme, en fait, on veut pas que ça arrive. On souhaite que tout se passe pour le mieux pour le plus grand monde, et on n'est pas des savapétistes ou des aquabonistes comme dirait Pablo Serrini. On est des gens qui ont un peu peut-être le syndrome du sauveur, du Superman. On veut essayer de sauver les choses parce que on voit que ça part en volo. Et sur cette planche-là, il y a aussi le blabla d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas pour vous, mais il devient insupportable son blabla. On ne comprend plus rien, il s'énerve, c'est de la panique totale. Donc voilà, c'était un peu ce petit truc-là, c'est qu'il parle pendant des heures et ça ne veut plus rien dire, il n'y a plus rien qui accroche. Il veut tenter des nouvelles choses alors que ça fait 7 ans qu'il est là, etc. Donc voilà, c'était ces petites planches. J'espère qu'elle vous fera un petit peu sourire, parce que cette saison de Polito Game of Thrones me démarre vraiment pas mal. Hein. On a vraiment une bonne semaine avec des bons épisodes et des bons cliffhangers tous les soirs. Donc c'est vraiment sympa. Et pour Romain, il y a la planche d'après qui va j'espère, lui faire plaisir. Vas-y. Pour rebondir sur ce slide-là et ton dessin, effectivement, je suis peut-être à un stade moins avancé que vous dans l'effondrisme, mais j'ai quand même du coup commencé mon chemin. Mais bon, il faut quand même aussi préciser qu'au-delà de l'effondrement, ce qui nous inquiète aussi, c'est que l'extrême droite soit au pouvoir. Avant de parler d'effondrement, c'est aussi ça, je crois, pour nos enfants et pour la société, on a très peur de ça. Et bon, je voulais quand même le préciser, quoi. Bien sûr, ça nous fait peur et c'est normal. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tous les scénarios, ce scénario-là était sur la table depuis très longtemps. L'arrivée de l'extrême droite et la polarisation de notre société. On est en train de la vivre et on fait comme si on était étonné, alors que clairement, c'était peut-être le scénario numéro 1 qui était là, quoi. Mais effectivement, ça fait très peur. Là, le calendrier est quand même avancé. Ouais, ça va vite. Hein. Alors, en parlant de calendrier, ça tombe bien que tu me dises ça. 3 ans. En début d'année, j'avais fait cette planche-là pour la bonne année avec notre ami Bruno Le Maire qui en voulait aux pessimistes et que il voulait plonger et puis fallait aller plus vite, etc. Donc c'était bonne année, l'optimiste éclate-toi bien. Et puis quand il a dit cette semaine qu'il avait pas de point de chute etc. C'est le petit retour de bâton, quoi. Ça m'a fait un peu sourire. Donc c'était un peu pour toi, Romain, parce que je pense que lui, il va bien s'éclater là. Il va bien redescendre. En même temps, est-ce que c'est pas terriblement hypocrite de dire ça, alors que quand tu as été ministre de l'économie, qui va croire qu'il va galérer à se recycler derrière, quoi. Tiens, on va parler de recyclage juste à celle d'après, du coup. Parce que je l'ai imaginé, notre ami qui vient passer un entretien d'embauche chez les Amish. Et donc, quelle compétence il a, notre ami Bruno Le Maire. Donc, ça m'a fait marrer. Hein. J'ai sauvé l'économie française. On l'a tous bien vu, je pense. Donc, voilà, il écrit des belles histoires d'amour, sinon aussi. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait marrer. Donc, je vais leur faire un petit pic après pour ses mathématiques, parce que je sais qu'il a un peu de mal avec les surfaces agricoles. J'ai refait une diffusion de ce passage télé là il y a 2 semaines. Je le montrais à des amis. C'est franchement c'est merveilleux. c'est un bijou.
Voilà. Mais c'est à l'image du personnage. Hein. Donc, c'est la bonne nouvelle quand même dans toute cette semaine-là, c'est qu'on va enfin être débarrassé de Bruno Le Maire. Et je demande un petit commentaire. Hein. Ouais, Loïc qui dit les Russes cherchent Bruno pour savoir comment couler les économies occidentales le plus vite possible. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que ce serait pas mal actuel de parler? Bien sûr, c'est à vous. J'ai l'impression. Donc forcément, la coupe de la semaine, au vu de l'actualité, elle a été un petit peu marquée par les européennes et ce qui a suivi. Donc théoriquement, chez Malheurs Actuels, on parle que d'écologie, c'est notre ligne édito, comme on dit, mais déjà, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique, parce que l'écologie est forcément éminemment politique. Et d'autre part, des fois, il y a aussi des sujets qui ne sont pas forcément écolos, mais qu'on a envie de raccrocher à notre ligne édito. Donc, on cherche des fois des moyens d'en parler de manière un peu détournée. Et donc voilà, forcément, cette couve, elle est très, très marquée. Disons qu'on a subtilement glissé quelques références aux élections, à voir si vous saurez les retrouver. Et donc, du coup, effectivement, c'est toujours compliqué pour nous de travailler sur les publications et notamment la couverture de la semaine quand il y a des gros événements comme ça. Parce que d'un côté, compliqué d'y échapper et en même temps, déjà, on n'a pas envie de rigoler pour commencer. On n'a pas du tout envie d'en rire. Et puis, du coup, effectivement, il faut que nous, on essaie de trouver un lien avec l'écologie. Donc, c'est pas toujours évident. Mais néanmoins, cette semaine, on a réussi, je crois, à le faire en croisant deux choses. Première chose, c'est qu'on a trouvé un visuel qui date de la semaine dernière et qui expliquait, alors je vais aller vite, mais en gros pourquoi on avait un mois de mai pourri en France. Et en même temps, on l'a rapproché du coup avec l'actu politique et les européennes. Et malheureusement, ce n'est même pas les européennes, puisque c'est aussi finalement les législatives, puisque M. Macron a décidé de marquer le coup au niveau national. Et on a trouvé qu'effectivement, l'ambiance était glaciale en France. Et donc, effectivement, on nous parle pas beaucoup souvent de climat et de température en hausse. Et là, on s'est dit qu'il y avait sûrement une méthode pour refroidir l'ambiance et le climat en France. Donc, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet, mais on ne pouvait pas échapper au sujet et ne pas parler de ce qui se passait. Et on a enfoncé le clou avec les autres encarts. Est-ce que, Andrea, tu veux rajouter quelque chose? On va pas y passer trop de temps parce qu'on a encore plein de choses à traiter, mais c'est vrai qu'en plus c'était l'occasion de parler des élections. On pouvait effectivement pas faire autrement, déjà parce qu'on avait du mal à penser à autre chose, et puis c'était aussi remettre un petit clin d'œil au fait que tous les gens qui se sont plaints, les fameux vous voyez votre réchauffement climatique, il fait froid, blablabla. Cette carte elle est quand même hyper intéressante pour montrer que c'est pas parce qu'il fait froid en France que la planète ne se réchauffe pas. Donc de toute façon c'était un visuel qui était assez cool à replacer aussi. Dans tous les cas. Le bleu qui fait peur. Le bleu qui fait peur, exactement. Alors, Anne Hidalgo. Donc ça, le sujet Anne Hidalgo, en vrai, moi je suis assez d'accord avec Aurélien Barraud qui l'a dit la semaine dernière, c'est un peu un non-sujet. En fait, on s'en contrefiche tellement qu'Anne Hidalgo se baigne ou pas dans la scène, et ça fait couler énormément d'encre et ça prend beaucoup de temps de cerveau disponible, alors qu'en fait, voilà, en vrai, on s'en fiche un peu, mais pas tant que ça. Il y a quand même cette histoire des Jeux Olympiques derrière qui soulève plein de questions, avec toutes les mascarades un peu politiques autour qui sont très irritantes. Donc voilà, je dis qu'on s'en contrefiche, mais Malheurs Actuels, on a au moins publié au moins 2 ou 3 choses avant déjà sur le sujet, donc on s'en contrefiche, mais on n'échappe pas non plus à cette mascarade politique. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour l'actu, comme quoi sa baignade est finalement annulée, et on l'a raccroché subtilement aux élections, comme vous pouvez le voir. Subtilement ou pas? Moi, je disais hier, n'est-ce pas la vraie raison de la dissolution, le fait que Hidalgo et Macron n'aillent pas se baigner dans la Seine? C'est peut-être l'excuse. Ça serait fou. À creuser. Autre encart, toujours pareil, on a raccroché notre couverture à l'actu, et encore une fois l'actu politique nationale. On ne pouvait pas ne pas parler de la dissolution. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit que c'était quand même
le moment de parler du White Spirit. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus trop nous de nos jours, mais je me rappelle de le voir sur le bureau du garage à la maison. Et évidemment, on était obligé de faire un petit lien avec le fait que la dissolution va sûrement déjà mettre l'écologie au fond de la pile au niveau des sujets abordés. Et puis du coup, ça pose aussi question sur la manière dont Emmanuel Macron traite la démocratie dans notre pays. Et avec évidemment aussi l'aspect potentiellement raciste qui est attaché au Rassemblement national, même si on l'oublie un petit peu parfois. Donc le côté White Spirit, ça marche aussi avec vinaigre blanc d'ailleurs. On aurait pu pour les plus écolos. C'est mieux White Spirit. Je suis d'accord. Ça décale plus. Il y a l'esprit. On est content. Un petit sujet, alors encore compatible Collapso. Donc effectivement, le Venezuela, donc on en a pas mal parlé, a perdu son dernier glacier grâce au réchauffement climatique. Je dis grâce à, c'est pour faire plaisir à Bruno qui est pressé de voir le collapse arriver. Mais donc juste pour redonner un peu le contexte, donc en fait, au siècle dernier, il y avait à peu près 1000 hectares de glace au Venezuela. Aujourd'hui, il en reste à peu près 2. En 91, il y avait encore 5 glaciers au Venezuela. Aujourd'hui, il reste une petite tache de glace qui a du coup perdu son appellation officielle de glacier. Donc, il reste un petit peu de glace, mais ça a perdu son statut de glacier. Et on en avait beaucoup parlé depuis le début de l'année parce que le gouvernement du Venezuela, en fait, voulait mettre des bâches en plastique blanc sur le glacier pour limiter sa fonte et essayer de le préserver. Mais voilà, il y a des scientifiques qui ont quand même dit que c'était un vrai cas de maladaptation. Parce que pour essayer de préserver un peu de glace qui risquait de toute façon de fondre, on allait rajouter des micros et des nanoplastiques dans l'environnement et menacer potentiellement la qualité de l'eau pour les villes en contrebas. Donc voilà, pas mal de sujets derrière tout ça. Et juste pour raccrocher ça, parce que le Venezuela, bon, c'est pas toujours, il y a plein de gens qui savent pas forcément le mettre sur une carte, hein, mais en Europe, il y a un rapport qui est sorti en début d'année, je crois, ou fin d'année dernière, de l'Observatoire de l'Union européenne Copernicus pour le climat, qui a donc publié son étude qui dit qu'en 2 ans, les glaciers des Alpes ont perdu 10% de leur volume, ce qui est énorme. Et juste pour rappel, pour ceux qui ne font pas le lien, parce que bon, si vous pensez que le glacier, ça sert que à faire de la randonnée en crampon, en fait, l'intérêt des glaciers, c'est que ça fait des réserves d'eau douce pendant l'hiver qui ensuite servent à alimenter les rivières tout le reste de l'année. Et donc, le jour où il n'y a plus de glacier, on va manquer d'eau, notamment en été, parce que les rivières seront à sec, quoi. Donc voilà. Youpi. Petit parallèle avec la news sur le manque d'eau que j'ai faite en intro. On continue les plaisanteries avec une publication qu'on a faite ce matin qui avait vocation déjà à nous rappeler avec plaisir ce que le président a fait de la Convention citoyenne pour le climat. C'est toujours un plaisir de repenser à ça. Et aussi au fait, c'était une manière de raccrocher aussi au fait que Emmanuel Macron veut prendre la lumière sur la période qui arrive et qui va tout faire pour nous vendre quelque chose qu'il a déjà essayé de nous vendre en nous proposant des choses qu'il a déjà faites ou pas. Et on s'était dit que ce serait marrant de lui faire dire qu'il allait finalement changer d'avis et qu'il allait faire ce qu'il n'avait pas pu faire à l'époque, c'est-à-dire s'appuyer sur les propositions de la Convention pour améliorer les choses en termes de transition écologique. Merci Adrien et Loïc d'ailleurs en commentaire pour les sources. Ouais, je vois qu'on n'a pas encore tous les commentaires qui remontent chez nous, mais je sais pas pourquoi. On fait au mieux. Dernier sujet pour Malheurs Actuels. Donc là, c'est un peu l'idée, la rubrique où on prend une publi et on essaie de l'expliquer un petit peu. Donc ça, c'est une publi qu'on a fait aussi récemment. L'idée, c'était de reparler de cette actu qui n'a pas été forcément très relayée, mais c'est donc Rachida Dati qui a souhaité mettre en place une nouvelle sanction pénale pour les attaques d'œuvres d'art. Donc, pour rappeler le contexte, on sait que en octobre 2022, donc il y a les activistes de Just Stop Oil, qui avaient fait beaucoup parler en aspergeant de soupe la fameuse toile Les Tournesols de Van Gogh. Et depuis, donc il y a beaucoup de militants activistes qui ont repris ce mode d'action. Et donc, la semaine dernière, il y a une militante écologiste qui a collé un poster sur la vitre qui protégeait les coquelicots de Monet au musée d'Orsay à Paris. Donc voilà, elle a collé un poster sur une vitre.
Et en fait, on voit le décalage total entre la réalité et le traitement fait par certains médias et par les politiques. Donc là, on voit, notamment dans cet article, alors c'est France Info, c'est relativement, on va dire, posé comme article. Ils remettent notamment très en avant que le tableau a pu être rapidement remis en exposition, qu'il n'a pas été endommagé. Néanmoins, on voit tout de suite les paroles de Rachida Dati qui parle d'œuvres d'art qui sont prises pour cible par des iconoclastes, de destruction de l'art et de délinquance. Alors que, bon, pour reprendre iconoclaste, la définition, à la base, ça vient de la religion. Donc, c'était des gens qui ne voulaient pas de représentation du divin sous forme de peinture, sculpture, etc., et qui donc détruisaient ces icônes. C'est passé dans le langage courant pour parler de personnes qui voilà, vont détruire des œuvres pour diverses... parce qu'ils sont contre une tradition, quelque chose comme ça. Là, on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas détruit, qui n'est même pas abîmé. Et on ne veut pas, enfin, les militants écolos ne veulent pas détruire l'art, on n'a rien contre l'art. Tout ce qu'on veut, c'est utiliser un moyen de visibilité. Et donc, en fait, c'est vraiment dire que c'est des iconoclastes qui détruisent des œuvres d'art, ça relève du mensonge et de la désinformation totale, en fait. C'est vraiment pas du tout le propos. Et donc, on a fait cette publi où on dit effectivement, afin de protéger les Français des vraies menaces. Donc, voilà, c'est pour mettre un peu l'accent sur le décalage entre cette espèce d'urgence à protéger des œuvres qui ne sont même pas attaquées, alors qu'à côté, notre environnement et nos chances de survie, elles, sont vraiment attaquées par notre modèle de société, notre modèle économique, etc. Quoi. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Romain. Non, mais c'était aussi une manière pour nous on a prévu une autre publication, un mème qui traite du même sujet très bientôt. C'était aussi pour nous une manière de mettre le doigt sur, alors je vais utiliser les grands mots, quoi, mais le fait qu'on criminalise un petit peu les militants, les activistes écologistes, pardon, et qu'on le passe un peu moins pour les personnes qui, pour le coup, sont vraiment des criminels. C'est franchement assez pénible d'être pointé du doigt en permanence et du coup d'arriver à vouloir mettre en place des sanctions pénales pour des choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment un deux poids deux mesures qui est vraiment qui commence à être très insupportable. On est d'accord. C'est parti. Cyrus. Le plat de résistance. Alors. Je suis pas vegan, d'où ça vient ça? Non. Je suis friand de petits plats vegan. Bien, Cyrus. C'est notre amie Nathalie. Ah, il a bugué, ouais. Qui veut lui J'ai bugué. Ceci dit, je suis très friand de cuisine végane lorsqu'elle est bien pensée, etc. Et j'en profite pour saluer notre amie Nathalie Giroux, qui est particulièrement douée en la matière. On pense à elle. J'ai pensé à elle en faisant la planche. Qui veut commencer du coup? David, tu veux on avait dit que tu embrayais, puis après je rebondis. C'était ça, hein, non? Bon, écoute. Me semble-t-il. Cyrus, moi, ce que je voulais te poser comme question, principalement, c'est celle que tu as émise il y a cette semaine, c'est par rapport au déclassement de la population, qui est donc à la montée des extrêmes, dû justement à la contraction énergétique, et ce sentiment de déclassement. Donc, je voudrais que tu reviennes là-dessus pour essayer de bien expliquer ce que c'est comme pas théorie, mais comme principe, pour que tu puisses en parler, parce que je pense que c'est assez pertinent. Et après, je reviendrai sur la fin de ta conclusion avec peut-être un contre-exemple qui est actuellement aux États-Unis, où tu as un déclassement, mais tu as toujours un peu plus de consommation d'énergie, et peut-être l'arrivée encore de Donald Trump pour un deuxième mandat, alors qu'il revient après quelques passages bas au niveau énergétique. Voilà. Oui, alors ce n'est qu'une théorie qui explique les choses partiellement, et pour être un peu plus sûr de moi, il me faudrait encore quelques centaines d'années de recul. Voilà. Depuis 2007, globalement, les approvisionnements énergétiques de l'Europe semblent orientés à la baisse, alors pour pas mal de raisons. Alors il y a eu le pic pétrolier conventionnel, alors c'est pas un pic tout pétrole mondial, mais depuis à peu près 2007, l'Europe dans son ensemble consomme de moins en moins de pétrole, consomme de moins en moins de gaz aussi, et pour des raisons que je pense plutôt choisies par
volontarisme climatique, consomme de moins en moins de charbon. Ça, c'était nos trois principales sources d'énergie. Le nucléaire va assez mal, encore plus depuis Fukushima. Alors pour des raisons à la fois politiques et techniques. Donc ça aussi, je déroule en fait les sources d'énergie dans l'ordre décroissant. L'hydraulique, les fleuves sont saturés déjà à fond. Enfin, on peut difficilement construire des barrages en plus. C'est déjà exploité à fond. Et en plus, en raison de la recrudescence des sécheresses, c'est là aussi orienté à la baisse. Juste pour indication, en 2022, donc lors de la grande sécheresse en Europe qu'on n'avait pas connue depuis longtemps, l'hydraulique a produit 20% de moins que d'habitude. Bon. Certaines de ces tendances sont en train de s'accélérer, surtout depuis la crise énergétique de 2022, qui a un peu précédé la guerre en Ukraine. Donc il y a eu une crise du gaz quelques mois avant, je pense pour une reprise économique post-Covid qui a dépassé la capacité de production de gaz. Donc, il y a sûrement d'autres causes, mais bon. Et puis depuis la guerre en Ukraine, évidemment, nos approvisionnements, alors pétroliers, mais surtout gaziers, sont aussi menacés. Donc là, juste pour donner un chiffre, en Allemagne, rien que sur l'électricité, ils en ont consommé 9% de moins l'an dernier. Donc est-ce que par rapport à 2022, donc une part importante de leur électricité provenait du gaz. Donc est-ce que les Allemands en un an seraient soudain devenus écolos et sobres? J'en doute, au point de consommer 9% d'électricité en moins. Est-ce que depuis 15-20 ans, l'Europe est soudainement plus sobre au point de vouloir consommer de moins en moins de pétrole? Parce qu'il y a le débat sur est-ce que tout ce que je viens de raconter, est-ce que c'est choisi ou subi? Ouais, c'est un petit peu des deux. Bon, je pense que pour le charbon, c'est plutôt choisi. Pour le pétrole, c'est un espèce de tango. Il y a la crise énergétique de 2006-2007. Oui, ça incite à faire des économies, ça appauvrit des gens aussi qui vont lever le pied de l'accélérateur, par exemple. C'est plus subtil que juste un pétrole de plus en plus cher et des gens qui en consomment de moins en moins. C'est plutôt par à-coup. Toujours est-il que moi, j'aime bien dire que si le Français moyen avait accès à autant de pétrole que le Qatari moyen, quelles sont les raisons qui feraient qu'il n'en consommerait pas autant? Enfin, est-ce que les Français sont génétiquement programmés pour être plus sobres que les Qataris ou culturellement? Je ne pense pas. Donc, j'ai peut-être une vision un peu trop déterministe énergétique des choses. Mais je pense quand même que l'offre énergétique et l'énergie à laquelle on a accès, la géologie et la capacité à accéder à de l'énergie, si on n'en a pas sous nos pieds, il faut l'importer. Donc notre capacité à en avoir soit sous nos pieds, soit à l'importer, c'est quand même assez déterminant. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'années et je pense que ça s'est accéléré depuis 2-3 ans et que ça explique une part du déclassement qu'on observe et la montée du RN. C'est surtout aussi les territoires périphériques dans les petites et moyennes villes qui sont de plus en plus marginalisés économiquement et énergétiquement, et les deux sont en partie liés. Je sais pourquoi je voulais que tu commences, Bruno, avec cette question, parce que j'avais une question, moi, par rapport à la réponse de Cyrus, que j'anticipais un peu. Je sais pas si tu as vu, Cyrus, le post de Maxence ce matin. Non. Qui parle de la note de l'Agence internationale de l'énergie qui anticipe un excédent majeur d'extraction de pétrole par rapport à la demande en 2030. Et que ça contredit un petit peu les alertes qui avaient été faites, je crois, en 2022 par le World Energy Outlook. Et il s'inquiète du fait que si en fait on a un excédent qui se matérialise, ça va engendrer je crois qu'il met un effet baissier, si je dis pas de bêtises, sur le prix du pétrole. Et donc potentiellement ça peut compliquer les histoires de décarbonation, puisque si c'est pas cher, on va encore moins y aller rapidement. Comment est-ce que toi tu vois ça par rapport à ces risques-là? Ouais, ils entrevoient un pic de demande. Je n'ai pas lu le détail de l'étude de l'AIE, mais oui, c'est possible qu'avec les nouvelles technologies, en remplaçant les chaudières fuel, avec l'accélération du véhicule électrique, peut-être en faisant un peu de sobriété sur le reste, qu'effectivement la demande en pétrole baisse, alors que l'offre stagne ou baisse plus lentement. Je pense qu'on peut être fermé à ça. J'ai quand même du mal dans des années 30 où, for some reason, africains et des milliards de gens déconnectés de la fête énergétique mondiale, soudain voudraient eux aussi consommer de moins en moins de pétrole. Enfin oui, peut-être qu'en Occident et dans les pays développés, on en consommerait de moins en moins. Je pense à la fois par le concours de l'appauvrissement économique et par les nouvelles technologies.
Donc oui, peut-être que effectivement, cet argument tient sur une baisse de demande pas trop subie dans les pays industrialisés, dans le reste du monde qui était pauvre avant et pauvre après, qui ont ni voiture électrique ni voiture thermique. J'ai un peu du mal à acheter cette hypothèse de pic de demande, quoi. Voilà. Oui, et je me permets de rebondir sur un. Bah tiens, ça tombe bien, il s'affiche. Le message de Loïc sur les trouvailles qui ont été faites par un navire russe. Alors, la news est tombée la semaine dernière, mais en fait, ça fait plusieurs mois, même plus d'un an que cette trouvaille, elle a été révélée par le navire sondeur russe en question. Donc oui, il y a bien eu 511 milliards de barils qui ont été découverts, sauf qu'ils ont fait témoigner tout un tas de personnes qui gèrent justement le fonctionnement politique de ces régions et diplomatique. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on n'a pas le droit de faire pour l'instant. En tout cas, sur les régions gelées du globe, comme en Antarctique ou en Arctique, on peut pas forer tout ce qu'on veut. C'est uniquement pour certaines choses. Pour la recherche, déjà, c'est très limité. Donc, pour l'exploitation d'hydrocarbures, c'est extrêmement délicat. Donc, en gros, c'est ce qu'elle disait, la personne. C'était quelqu'un du CNRS, mais je ne me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est que c'était pas la foire à la saucisse, on faisait pas ce qu'on voulait. Donc, en fait, en l'état actuel des choses, le forage, il sera extrêmement compliqué de le mettre en place parce qu'il y a énormément de barrières réglementaires sur justement l'exploitation pétrolière dans des fonds marins qui sont protégés. Moi, j'avais une autre question pour toi, Cyrus. Adrien, pas tort, cousinier, sur ses commentaires. Les prévisions de l'AIE sur le pétrole, effectivement, historiquement, bof. Aussi sur les énergies renouvelables. Ils ont systématiquement sous-estimé là où on serait plus tard, par exemple, l'énergie solaire. Il y a des graphes qui le montrent, qui sont assez drôles. En complément sur cette histoire d'Antarctique, bon, alors après, voilà, on n'est pas devin, effectivement, rien ne dit que le pic pétrolier ne serait pas à nouveau repoussé. Quand même, quand on en est à aller chercher en Antarctique ou en Arctique, c'est quand même que on atteint un peu nos limites ailleurs, quoi. Quand on en est à là, bon, alors effectivement, si ce 511 milliards est vérifié, ça fait une quinzaine d'années de consommation. Oui, c'est sûr, ça repousserait le pic. Après, bon, voilà, c'est loin d'être gagné que effectivement on aille les chercher tous ces 500 milliards. Mais à suivre et à être ouvert sur le fait qu'on puisse se tromper sur le pic pétrolier et la contrainte de l'offre. Et à quel coût, surtout, aller chercher ces 511 milliards? C'est quel coût énergétique, humain, infrastructure ils seront vraiment, comme tu disais, David, vraiment pas simple à aller chercher. C'est pas dit que ça nous fasse pas un pétrole impossible à aller chercher. Oui, sachant que c'est 3 mois dans l'année, il fait carrément nuit, donc bon, déjà c'est pas top pour bosser dans ces conditions. Bon bref, plein de choses comme ça. Et puis effectivement, c'est un endroit quand même assez hostile. Pour y installer toute une industrie pétrolière, il faut que des centaines de millions de gens veuillent aller vivre là-bas. Bon. Ouais, mais grâce au réchauffement climatique, bientôt, il va faire un climat plus acceptable là-bas. Bah oui, tout à fait. Tout le monde va se précipiter en Antarctique. C'est une bonne opportunité. Bon. Moi, pour laisser la main après aux copains de Emma, je vais juste te poser une seule question parmi toutes celles que je m'étais notées, et très rapide en plus. Donc, le RN remet en question énormément de choses sur le déploiement des ENR et nos objectifs, notamment par rapport à tout ça. Toi qui es à l'intérieur d'une structure quand même assez exemplaire de par sa taille, en termes de politique de déploiement du solaire, est-ce que ça t'inquiète? C'est quoi les bruits que tu as pu entendre ces derniers jours? Qu'est-ce que ça peut remettre potentiellement en question, tout ça? Alors, on est solaire, mais aussi batterie, qui est une technologie qui se développe, qui décolle depuis plus récemment encore que le solaire et l'éolien, et qui permet de régler pas mal de soucis au niveau variabilité, notamment au sein d'une journée pour stocker l'énergie et la relâcher, par exemple, plus tard la nuit, quand il n'y a pas de soleil. Et on est assez actif là-dessus, assez sollicité. Bah oui, l'ambiance au bureau est pas top depuis lundi. Alors après, on pense à nos amis de l'éolien, parce qu'ils sont quand même plus visés que le solaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, bah oui, des scénarios possibles, c'est que pour faire le spectacle et pour montrer qu'ils font quelque chose, qu'ils démantèlent quelques éoliennes, voilà, pour le symbole. Qu'ils aillent démanteler beaucoup d'éoliennes, le problème, c'est qu'on risque de manquer d'électricité. Enfin, je veux dire, la seule raison pour laquelle la production d'électricité en France ne descend pas trop, elle descend un peu, mais pas trop, c'est l'éolien. Donc, depuis 10-15 ans, c'est la principale source dont la production augmente, puis depuis plus récemment le solaire. Donc moi je veux bien, mais s'ils veulent créer la pénurie, à la limite, faut effectivement voter Rassemblement national si on veut provoquer une pénurie d'électricité, parce que
voilà, on voit comment le nucléaire se porte, comment on a galéré pour ériger Flamanville, qui n'est pas encore mis en service, mais c'est imminent. La prochaine centrale nucléaire sera construite au mieux d'ici 2037. Et si la relance du nucléaire réussit, elle serait pleinement opérationnelle à partir des années, on va dire 2045, 2050. Voilà, c'est à peu près là où on serait reparti. Ça y est, on sort des EPR au mieux. Sauf qu'en même temps, on va fermer le parc ancien, le parc nucléaire ancien. Comme je le disais, le potentiel pour produire plus d'hydraulique, il n'y en a pas. Donc le parc nucléaire ancien, on l'a construit d'un coup en 20 ans entre à peu près 75 et 95. Donc on va aussi le fermer en l'espace de quelques décennies. Donc à partir des années 2040, 2050, on va commencer à les fermer. Donc tout ça, faut le compenser. Et j'aurais aimé avoir à proposer des solutions meilleures que les renouvelables. Donc oui, les gens n'aiment pas avoir des éoliennes à 500 mètres de chez eux, n'aiment pas avoir des panneaux solaires dans leur paysage. On fait au mieux pour ne pas gêner et aussi pour que les communautés locales y gagnent quelque chose. On peut étudier des offres, par exemple, d'autoconsommation collective qui font baisser la facture. C'est complexe. Oui. C'est complexe, ce genre de truc. Je rentre pas dans le détail. On y réfléchit. Certains de nos concurrents d'ailleurs proposent déjà pour faire adhérer les communautés locales. Voilà, effectivement, c'est pas agréable d'avoir quand on va à la campagne, c'est pas pour avoir des panneaux solaires dans son paysage, on aimerait avoir plutôt des prairies. Pour relativiser quand même la place que vont prendre les panneaux solaires sur des espaces naturels, et ça, je pense que c'est une pédagogie à faire aussi pour contrer le FN qui fait circuler des bruits bizarres. Il s'agit de recouvrir de l'ordre de 50 000, 100 000 hectares d'espaces agricoles, naturels. Alors, est-ce qu'on peut appeler des espaces agricoles naturels ? J'en doute. Est-ce qu'il y a moins de papillons sous des panneaux solaires que sur un champ bourré de pesticides ? Voilà, moi, j'ai visité une centrale solaire hier au sol, donc c'est même pas de l'agrivoltaïsme. J'ai visité une centrale solaire au sol. Il y a des papillons, il y a des chenilles. Enfin voilà, c'est pas non plus. Après, sur la place que ça va prendre, 50 000 à 100 000 hectares, c'est de 0,2 à 0,4% de la surface agricole utile. Alors, effectivement, ça va être dispersé un peu partout, 10 hectares par-ci, 20 hectares par-là, etc. Donc, il y en aurait un petit peu partout. Voilà, j'aurais préféré que ce soit pas le cas, mais il faut rester mesuré sur la place que ça va prendre. Les agrocarburants, c'est 800 000 hectares déjà. Il n'y a pas grand monde qui gueule. Les parkings moches, les zones d'activité commerciale, etc., on s'y est habitué. Ça prend beaucoup plus de place que ça. Et ça ne fournit pas une électricité bas carbone. Donc, tous deux poids, deux mesures, il est un peu épuisant, mais voilà, il faut faire de la pédagogie. Qu'est-ce que le FN va faire concrètement ? Je sais pas, une fois mis devant les réalités, je me dis que non, ils vont probablement pas décréter un moratoire pendant des années, parce que ce serait les conséquences en termes d'offres énergétiques et de factures énergétiques des Français seraient désastreuses. Ou du moins, ça nuirait principalement à leur propre électorat. Par contre, ils peuvent essayer de gagner du temps ou faire chier, mettre plus de complexité dans la réglementation. Ça, c'est assez facile. Tu rajoutes des alinéas dans le décret Agri-PV, tu rajoutes des alinéas dans le droit d'installation des éoliennes pour faire durer le projet encore plus. Tu peux faire chier si tu veux. Tu peux, histoire que les ENR progressent mais pas trop vite, et faire gagner du temps pour que le nucléaire revienne en force, peut-être, ou pas. Après, la question que je me pose par rapport à la position du RN sur le sujet, c'est est-ce qu'il y a du fond, ou est-ce que c'est juste du populisme pour aller dans le sens de leurs électeurs ? J'ai pas la réponse, parce que j'ai pas vraiment creusé le sujet, j'ai pas regardé leur programme en détail sur cette partie-là. Mais non, c'est ça, c'est un moratoire. Donc, geler toute nouvelle installation, voire démanteler des éoliennes, ils en parlent. Voilà. Bon. Et ce qu'ils ont dit, on installera, là récemment, pour compenser le moratoire, on installera 6 réacteurs nucléaires nouveaux d'ici 2031, chose que même l'Association des voix du nucléaire ne propose pas de faire. Et pourtant, ils ont fait un scénario extrêmement optimiste, mais il n'y a pas de nouvelle centrale nucléaire avant 2037. Donc là, ce qu'ils proposent le RN, c'est totalement imaginaire. Je veux dire, ils n'ont même pas consulté l'industrie, ou alors ils se foutent de la gueule du monde. Effectivement, ils se disent, effectivement, pour une partie de l'électorat qui ne suit pas forcément le dossier, il n'y a qu'à faut qu'on construise des centrales nucléaires, et il n'y a qu'à faut qu'on écarte les écolos qui nous font chier. Et youpi, c'est reparti pour construire des centrales. Mais absolument personne chez EDF ne pense qu'il serait possible de construire ne serait-ce une nouvelle centrale d'ici 2031. Donc je dis encore moins 6 d'ici 2031.
Donc non, bah oui, c'est du populisme qui plaira peut-être à quelques électeurs qui soit s'en foutent, soit ne suivent pas les dossiers. Sachant qu'il n'y a pas à les suivre attentivement, il n'y a qu'à aller demander à EDF, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Ils diront, bah non, honnêtement, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Après, de toute façon, dans les arguments, enfin, je pense que c'est important, c'est notre devoir à tous de reprendre aussi à quel point les arguments du RN ne tiennent pas la route. C'est-à-dire que moi, il y en a deux qui m'énervent. Personne n'a envie d'avoir une éolienne au bout de son jardin, mais qui a envie d'avoir une centrale nucléaire au bout de son jardin? Ça, c'est quand même une question qu'on peut poser aussi. Et le deuxième, c'est le photovoltaïque, ça va nous rendre dépendants de matériaux, enfin de métaux précieux qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Mais l'uranium, il ne pousse pas en France non plus. Donc, en fait, leurs arguments, ils tiennent pas la route du tout, quoi. Même si on ne parle pas de scénario et de faisabilité, de toute façon, leurs arguments ne tiennent pas, même si on ne creuse pas et qu'on n'est pas un expert. Ouais. Oui. Alors, les panneaux solaires importés de Chine, alors je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement les panneaux solaires qui gênent et pas les smartphones, la fast fashion ou je ne sais pas quoi, à nouveau des choses qui ne produisent pas d'électricité bas carbone. Un smartphone ou des t-shirts bas de gamme de H&M, ça ne produit pas d'électricité bas carbone, mais ça vient de Chine. Sur les panneaux solaires, alors effectivement, on est dépendant de la Chine malheureusement et j'aurais aimé qu'il en soit différemment. Il y a des projets de relocalisation en France dont j'espère qu'ils vont marcher. Mais après, bah voilà, pour donner un chiffre de notre industrie, c'est 10-15% de nos investissements, le coût du panneau solaire et du matériel et des modules, et c'est 0% de nos dépenses d'exploitation et de maintenance. Et donc, une fois que les panneaux solaires sont importés, le reste, c'est du made in local, donc des boîtes de BTP, le raccordement au réseau, les agrégateurs, RTE, l'exploitation maintenance, c'est nous. Donc ça crée de l'emploi. Et là, le solaire en Europe soutient déjà 600 000 emplois, alors qu'on est au début du développement de l'industrie. Donc non, ça crée de l'emploi. Voilà, tout comme le nucléaire crée de l'emploi aussi, malgré l'importation d'uranium. Et puis c'est quand même très contradictoire parce que d'un côté, ils veulent aider les agriculteurs, puis ils vont les empêcher d'avoir des projets photovoltaïques qui leur permettent aussi d'avoir une autre ressource financière. Et puis, on parle du nucléaire et tout ça, mais à chaque fois, c'est, comme on dit, c'est 6 centrales d'ici 2031, impossible, mais il y a la filière. À chaque fois, on oublie tout ça. On oublie les ingénieurs, la main-d'œuvre, les endroits où installer les centrales, etc. Ça se fait pas comme ça. Donc, d'ailleurs, pour finir Flamanville, on a dû importer des soudeurs et des ingénieurs américains de Westinghouse. Donc, pour la partie Made in France, on repassera, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, moi, je peux vous dire, vous venez visiter un de nos chantiers, on n'a pas besoin de faire ça. Hein. Bon. C'est ça. Donc, non, mais c'est de la démagogie pure ce que fait l'extrême droite et ça tient pas la route. Et voilà, bon, c'est des clowns, on le sait, et je comprends pas, j'ai du mal à comprendre comment les gens, face à ça, ne se rendent pas compte et continuent. Bon, après, peu du vote des gens est guidé par les questions énergétiques. Hein. Non, mais il y a d'autres choses. Ils peuvent aussi se dire, bon, bah oui, non, peut-être que leur programme énergétique ne tient pas la route et on sait très bien que, bon, ils votent par élimination. Hein. Voilà, ils se sentent délaissés pour certains, menacés culturellement pour d'autres. Voilà, bon, je pense effectivement le sujet énergétique et la crédibilité du programme énergétique du RN, c'est pas forcément au centre des préoccupations de grand monde. Hein. Oui. Ils en parlent quand même de plus en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, pour aller flatter aussi. Oui. Voilà, c'est clair, mais bon. Tout à fait. Voilà. Est-ce que je vois qu'au niveau timing, il nous reste pas très enfin, on est un peu limite. Est-ce qu'on passe on a déjà dépassé là. Ouais, on a déjà dépassé. Est-ce qu'on fait la toute dernière séquence Allez, et puis après, de toute façon, même si on dépasse un peu encore, il y a pas de souci. Hein, si jamais vous avez d'autres questions, vous, n'hésitez pas. Hein. On avait préparé quelques petites questions un peu. On va te donner 2 options, Cyrus, et tu dois choisir ton camp, sans trop hésiter et sans trop t'étendre. Mais bon, si vraiment il y en a, si à un moment tu n'es vraiment pas à l'aise, tu as le droit d'apporter un peu de nuance parce qu'on n'est pas sur RMC ou CNews. Donc premier choix. Est-ce que en tant que collapso, tu préfères cultiver ta propre nourriture pour survivre ou aller la ramasser dans la nature en chasseur-cueilleur? La ramasser dans la nature. Voilà, ça me fait un peu de balade et en plus je sais pas comment cultiver quoi que ce soit. Surtout. C'est pas si facile. Question collapso encore. Est-ce que tu préfères faire du canoë sur une rivière à sec ou un footing dans une rue inondée? Non, mais j'en ai fait du canoë sur une rivière à sec. Je me sentais coupable parce que au bout d'un moment, tu es en train de pousser ton canoë. J'en ai fait en 2022, tiens. Et tu es en train de disperser du microplastique en plus dans la rivière parce que le fond de ton canoë, tu es en train de le dégratiner. J'imagine, hein, j'en sais rien.
Donc, non, je vais faire du jogging dans une rue inondée, ce sera plus écolo. J'attraperai le choléra, mais ça fera une bouche en moins à nourrir, ce sera écolo. C'est pas cool de courir à la marée basse, là, dans la mer, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Il y a un truc, Question polémique. Est-ce que tu préfères manger un poulet fermier bio d'Ardèche ou un steak de soja du Brésil? Oh, Je ne vois pas où est le dilemme. parce qu'il n'est pas vegan, donc du coup, c'est pas. C'est ça. Ah oui, pardon, ouais. Alors un steak du soja. Oui, non, un poulet d'Ardèche, ouais, non, c'est pas bon le steak de soja. En plus importé de là-bas. Alors après, peut-être que c'est cultivé sans avoir déforesté. Faut voir, parce que toute l'agriculture brésilienne n'est pas déforestante. Voilà. Non, le poulet fermier d'Ardèche, hein, faut déconner. C'est noté. Il est toujours très, très mesuré, Cyrus, ça, c'est appréciable. C'est ça. Ouais. Et dernière question, tu préfères te baigner une fois dans la Seine ou boire de l'eau en bouteille tous les jours? Non, là, où est le dilemme? Non, mais baigner dans la Seine, ouais, non. Ouais, alors, l'eau en bouteille fait partie des produits les plus achetés. C'est le plus produits acheté. c'est le produit au supermarché. J'ai vu un peu des enquêtes, des statistiques, c'est un peu hallucinant. Oui. Bon. En plus, il y a des scandales récents de l'eau en bouteille pas si bonne pour la santé finalement. Et... Ouais. Bon. C'est un produit star, hein, c'est un produit pour les plus vendus, ouais. Ouais, c'est fou. Ouais, non, c'est pas mon truc. Bon, non, se baigner dans la Seine, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. La question, c'est avant Paris ou après Paris? Peu importe. Alors, pas l'hiver. Hein. Alors, si c'est l'hiver en combi, parce que, bon, s'engager à boire de l'eau en bouteille toute la vie versus... ouais. Mais c'est un drôle de dilemme, mais non. Je me baigne dans la Seine. I'm afraid. C'est très bien. C'était un faux dilemme pour relativiser les problèmes qui font la une dans les médias. Moi, j'en ai une dernière. T'es dans le même genre. T'es plutôt réarmement démographique ou vasectomie? Pour moi ou pour le français moyen? Non, pardon. Non, c'est une question pour toi, voyons. Pour moi, non, mais moi, j'ai fait ma part du réarmement démographique. Réarmement démographique ou vasectomie? Ouais, non, quand même, faut pas déconner. Bon, ayons un peu d'espoir en l'humanité. Réarmement démographique modéré, voilà, autour de 1,5 enfants par femme, et on descend pas en dessous, comme ça la population baisse gentiment, mais voilà, faut continuer de faire des enfants. Voilà. Très bien, une réponse très, très mesurée à nouveau. On est à 1,6 enfants par femme, je pense, hein, et ça fait que chuter, donc oui, effectivement. Ouais. La vie serait bien triste si, enfin voilà, Japon, Corée du Sud, les crèches se vident, les écoles se vident, les aires de jeux sont vides, il y a des quartiers entiers de vieux. On sent que c'est un peu le pays qui se meurt, quoi. Là, ça me paraît un peu excessif comme décroissance démographique, même si effectivement, faut que la population tôt ou tard se stabilise, voire baisse, mais à un moment, faut quand même garder des perspectives d'avenir pour une société, voilà, idéalement 1,5 enfants par femme. Bon, voilà. Après, c'est complexe hein, quand tu es dans une génération comme là, on a des papy-boomers qui étaient 6 par famille, enfin, j'ai plus la moyenne, mais qui arrivent tous en retraite et que actuellement les actifs qui existent et qui arrivent sur le marché du travail ne compensent pas du tout les gens qui partent. Ça pose de grosses questions, notamment sur notre système de retraite et son financement, sans forcément... Ouais, ou notre modèle social tout court, d'ailleurs. Oui. Une part du déclin socio-économique dont on parle là, il n'est pas que énergétique, c'est aussi entre guillemets le poids du vieillissement. J'aime pas qu'on parle comme ça parce que faut serrer les coudes entre générations et les personnes âgées ont une contribution à faire à la société. Mais là, tel que la société est configurée, aussi voilà, les coûts pour la santé, le système de retraite, c'est vrai que d'un point de vue purement économique, c'est plutôt un coût et ça pèse sur entre guillemets la croissance et malheureusement. Dans notre société actuelle, on a besoin de croissance pour éviter le déclassement, la montée des inégalités. Voilà, je suis assez froidement lucide là-dessus. Donc oui, le vieillissement de la population pèse déjà sur nos économies et explique une partie du déclin socio-économique de notre société telle qu'elle est configurée actuellement. Voilà, donc conclusion, demain, tous roquemort. Voilà. C'est un défi d'avenir. Exactement. Oh, le slogan, quoi. Ouais, c'est un marché porteur, hein. Il y a 4% de personnes âgées en plus chaque année. Donc il y aura tôt ou tard 4%, enfin si je décale un petit peu, un jour il y aura 4% de décès en plus chaque année. Donc il y en a pas beaucoup des marchés qui croissent de 4% par an en volume dans une économie qui ne fait plus que 0,5% de croissance.
des marchés qui font plus 4% par an. Bon. Mais c'est bon, on a trouvé un point de chute pour Bruno Le Maire. Voilà. Ah bah voilà, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. PDG d'une société de pompes funèbres. Bon, après, les pompes funèbres, ça va donner, je sais pas, le pouvoir d'achat qu'auront les gens pour faire des obsèques spectaculaires, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que le sujet de la population, ça inspire et à mon avis, il y a plein de choses à dire. Ça mériterait un épisode dédié à ce sujet une prochaine fois. Ouais, c'est clair. On a plein de graphiques. Ok, alors, pour finir, les mots doux de la semaine dernière, bon, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 4. C'est souvent les mêmes têtes qui nous laissent des gentils messages. Donc voilà, petite dédicace à Clément, Bilal, Gilles et Adrien. Adrien d'ailleurs et Clément qui étaient là aujourd'hui encore, et Bilal, même si on n'a pas vu ses messages, j'en ai vu Gilles aussi, passer. Voilà, merci à vous comme d'habitude de nous suivre toutes les 2 semaines, je veux dire chaque semaine, mais toutes les 2 semaines c'est déjà pas mal. Voilà. Et l'image de la fin nous vient cette fois-ci d'Alaska, encore une fois dans les montagnes. Donc c'est la chaîne Brooks en Alaska. Donc nous avons ici le résultat du pergélisol qui fond et qui depuis 2008 libère des toxines, des métaux toxiques dans les rivières. Les gens là-bas se sont aperçus en prenant de la hauteur et disent que les couleurs vont du rouge au jus d'orange. Ça peut être très magnifique, sauf que c'est d'une extrême toxicité. Donc, ils ont un pH à peu près de 2,3, soit à peu près l'acidité du vinaigre ou du jus de citron. Donc, je vous laisse imaginer ce que peuvent faire ces rivières acides pour l'écologie et pour les écosystèmes. Ça serait qu'une rivière. Allez, on a déjà vu des pollutions, on pourrait dire, bon, on peut essayer de remédier. Mais là, non, on a à peu près 75 rivières sur une surface de 700 000 km², soit à peu près la taille du Texas. Donc, c'est pas un petit rien. Et donc, voilà, c'était le petit effet bonus des fontes du pergélisol. Il n'y a pas que les émissions de méthane, il y a aussi la libération des métaux toxiques. Voilà, le monde en couleur prend de la couleur. Et cette image aurait toute sa place dans l'Anthropocène vous souhaite un bon dimanche. Je te la récupérerai, mon cher Bruno. Après, les couleurs sont belles. Oui, c'est vrai. Hein. Mais il ne faut pas y aller. Très bien. En tout cas, merci à tous. On finit en couleur. Merci Cyrus d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière ou l'avant-dernière de la saison. Déjà voilà. Et oui, déjà, ouais. Parce qu'on a dit qu'on arrêtait mi-juillet, je crois. Donc, allez, 1 ou 2. On en essaiera de finir avec peut-être un invité, on verra. Pourquoi pas. Une invitée. Ou une invitée, c'est vrai, une. On a plusieurs exemples en tête. Merci l'équipe. Merci à vous tous. Ciao, bon week-end. Et puis, dans 2 semaines avant les législatives, ça va être drôle encore, ça. Tout ça. C'est vrai. On commente entre les 2 tours au choix. Faudra qu'on. On aura des choses à traiter. Tout va. On vit une belle période là, c'est quand même incroyable. C'est très excitant. Ouais, beau. Allez, bonne fin de semaine tout le monde. Du mal à maintenir une façade d'humour, parce que c'est quand même dramatique. Bon. Ouais, c'est chaud. On essaye. Mais voilà, des fois on dit qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer, le rire jaune, je sais pas, mais l'humour, je persiste, c'est toujours une forme d'acceptation, une forme de relativiser, une forme de prendre ça un peu avec de recul, et il faut qu'on le garde, parce que sinon, ça va être de plus en plus dur, je pense. Ouais. Faut finir ça. Très bon mot de la fin, ça. Eh bien, sur ces beaux mots. À bientôt. Salut tout le monde. Bon après-midi.